Alors bonjour tout le monde, encore une fois. Merci d'être tout le monde réuni ici parce qu'on a quand même de la grande visite aujourd'hui. Deux auteurs sculpteurs, artisans sculpteurs. Madame, Monsieur Viato-Bertillon. Oui, c'est ça, c'est bon. C'est le bon ordre. C'est le bon ordre, c'est bon. Donc, dans le projet d'inspiration sur les œuvres de Kim Thuy. Donc, vous avez commencé à lire en classe avec votre enseignante de français et desquelles lecture sortira une symbolique qu'on mettra en œuvre bientôt. Alors, pour un grand événement à la fin de l'année, vernissage qu'on souhaite riche en représentation. Alors, on a invité aussi aujourd'hui des gens des centres d'éducation des adultes de Brossard, un petit groupe ici, et aussi du centre Le Moine, Madame et ses élèves, donc bienvenue avec nous. Sans plus tarder, je vais quand même présenter Mme Lacaire de la Ville de Longueuil qui a coordonné un peu le tout avec nous, donc peut-être un petit peu plus de détails sur le but de la rencontre. Merci. Merci, M. Gagné. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici ce matin avec vous. Je m'appelle Stéphanie Lacaire. Je travaille à la Ville de Longueuil. Alors, mon titre, c'est régisseur. Je travaille pour l'organisation d'événements culturels, des festivals, des expositions, toutes sortes d'activités culturelles qu'on met en place à la Ville de Longueuil. Entre autres, ces derniers temps, il y a le marché de Noël dans le Vieux-Longueuil. Alors, vous êtes les bienvenus à aller faire un petit tour. Alors, c'est un de mes rôles de coordonner cet événement-là. Une belle activité en 2016 avec vous. On est très heureux là, de collaborer avec votre école, avec la commission scolaire, avec nos artistes. Alors, c'est un projet qui est né suite à des discussions avec des gens de la commission scolaire également. Alors, on est très heureux. Moi, mon bureau est au 300 Saint-Charles, à la Maison de la Culture. Et puis, vous êtes les bienvenus à venir visiter nos expositions. On en a 4 par année, 4 expositions. Et l'an prochain, au mois de juin, nous allons accueillir l'exposition Sous l'écorce des mots de Kim Thuy. Alors, du duo Viato-Bertillon. Alors, on est très heureux, en lien avec le roman de Kim Thuy, Rue. Alors, voilà. Puis, ensemble, on va passer l'année, on va avoir plusieurs étapes. Alors, comme M. Gagné a expliqué, il y a eu la lecture du livre. Ensuite, il va y avoir la création des œuvres. On est en train de regarder avec votre professeur d'art plastique pour mettre en place une exposition, un vernissage. On va vous inviter aussi à la Maison de la Culture à la fin de l'année, rencontrer encore une fois nos artistes et faire un atelier d'art à la Maison de la Culture. Alors, vous allez pouvoir voir les salles d'exposition, la magnifique exposition que nos artistes sont en train de créer. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec nos artistes, Marie-Annick Viatour et Gaëtan Bertillon, pour leur présentation. Bonne présentation! Merci beaucoup, Stéphanie. De part, on est vraiment honorés d'avoir cette opportunité-là de pouvoir parler un peu de notre travail. Dans l'exposé qu'on va vous faire, on va commencer par un peu parler de notre travail, de notre façon particulière de travailler, parce que ça peut paraître un peu singulier de travailler à partir des jouets. Vous allez, on l'espère, en tout cas, comprendre au fur et à mesure de l'exposé notre démarche. Puis tranquillement, bien, on va introduire la notion de jumelage avec la littérature et on va terminer par le livre de Rue de Kim Thuy, sur lequel vous êtes en train de lire et puis sur lequel vous allez travailler éventuellement. Donc, tranquillement, là, les questions que vous posez, là, j'espère qu'elles vont être répondues. De toute façon, il y aura une période de questions à la fin. Là. Retenez vos questions si vous en avez, puis on va essayer d'y répondre. Voilà. Bien, pour commencer, d'abord, nous, on se définit comme artisans sculpteurs. Il y a 2 mots. Il y a le mot artisan, puis il y a le mot sculpteur. Vous allez comprendre que pourquoi on ne dit pas juste sculpteur. Parce que nous, on aime bien travailler, on a acquis un certain savoir-faire, et puis pour nous, c'est important ce savoir-faire-là, c'est-à-dire le travail du bois, qui est un métier
plus traditionnelle, ou une façon de faire qui est plus traditionnelle dans la sculpture. Donc, c'est pour ça qu'on tient à garder ces deux termes-là. Notre formation, bien, elle est double. Elle est, comme je mentionnais tantôt, l'aspect plus artistique. Nous deux, on a une formation, on a un baccalauréat en arts plastiques à l'université. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et aussi une formation au niveau de plus du travail manuel, grâce à des cours spécialisés en sculpture sur bois et en tournage sur bois. Quand on est sorti de l'université, la première chose qu'on a fait, c'est un peu de réfléchir à ce qu'on allait faire, parce qu'on avait l'intention de travailler ensemble. On avait fait des travaux à l'université déjà, puis on sentait qu'il y avait une chimie, puis que ça fonctionnait bien. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un projet simple qui, finalement, nous permettrait de créer rapidement là, dans quelque chose qu'on aime beaucoup, et puis quelque chose qui nous passionne, dans le fond, parce que c'est ça que ça prend au début quand on commence. Il faut vraiment aller vers quelque chose qui va nous mener, une ligne directrice là, pour laquelle on est très attaché. Puis, pour nous, ce qui était en commun, c'était l'objet ludique, c'est-à-dire l'objet qui a une certaine mécanique dedans, et l'objet, finalement, qui est relié à l'enfance. Alors, ce qu'on a commencé par faire, ce sont des marionnettes. Des marionnettes toutes simples que vous avez sûrement déjà connues. La marionnette ce qu'on appelle une marotte, qu'on tire, et puis le personnage rentre à l'intérieur du conte. On a fait plusieurs modèles, et on s'est présenté au Salon des métiers d'art pour vendre nos marionnettes. On a fait le salon pendant 12 ans. Cette marionnette-là ici, qui est une marionnette à fil coccinelle, on a, avec cette marionnette-là, on a apporté un prix au niveau de l'innovation comme objet de design innovateur. On a fait ensuite la série l'abeille et la fourmi. En l'an 2000, on a fait notre robot. Donc, vous pouvez voir ici, on avait notre kiosque au Salon des métiers d'art. Là, ça, c'était en l'an 2000. Donc, on a terminé en 2004, la dernière année. Là, après avoir tout fait ça, on s'est un peu repositionné. On s'est dit, on s'est demandé où on voulait aller. Comme nous, on avait une expérience justement au niveau de la création, puis on avait été formés pour faire la création. On s'est dit, on va garder cette idée du jouet-là, puis on va essayer d'aller un petit peu plus loin pour en faire des pièces uniques. Là, il y a une opportunité qui s'est offerte à nous. C'est une exposition collective qui a été organisée par le Conseil montérégie de la culture et des communications. Et cette exposition-là avait pour terme l'objet poème, c'est-à-dire qu'il demandait aux artisans de choisir un poète et de faire une œuvre à partir d'un poème de secret. Un poète québécois un poème vivant. Québécois vivant. Alors, nous, on a pris... excusez, je vais vous parler un petit peu avant du travail en duo. OK, je vais revenir sur l'objet poème, je vais vous la montrer tout à l'heure. Là, je vais vous montrer l'atelier parce que dans notre travail aussi, c'est important, puis ça, les gens se demandent toujours, se posent la question, comment vous faites pour travailler à deux? OK? Donc, la réponse qu'on donne toujours, c'est que notre objet, finalement, on le conçoit toujours en réponse à l'autre. C'est-à-dire que quand on lance une idée, on valide l'idée, l'autre personne valide l'idée. Si elle trouve intéressante, il nous la renvoie ou en la modifiant. Ensuite, comme ça, le jeu se joue comme un peu un ping-pong. On se lance une idée, chacun, puis l'idée évolue au fur et à mesure du projet. Mais c'est important de savoir aussi que
les deux, on intervient tout au long de la création. C'est-à-dire que tous les deux... On a nos spécialités. c'est-à-dire qu'on... Oui, c'est ça. On a nos spécialités. Toi, tu es meilleur dans certaines choses. Moi, je suis meilleur dans d'autres choses. Fait qu'on se passe l'objet de main en main comme ça. Mais on intervient chacun dans le processus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi qui sculpte ou il n'y a pas qu'elle qui peint. OK, Mariannick va sculpter, mais elle va sculpter dans une partie spécifique, c'est-à-dire plus au niveau de la finition du travail. Il n'y a que moi qui peins. Moi, je vais dégrosser. Et il n'y a que toi qui fais du tour à bois. C'est ça. Ben ça. Alors, c'est ça. Donc, au niveau du travail, de la peinture, il y a deux choses qu'on fait. Moi, je tourne seulement, puis elle peint seulement. Pour le reste, on se partage le travail. Ouais. Donc là, vous voyez notre atelier. Là, je suis en train de sculpter une des pièces. Là, ici, vous voyez que la pièce est défaite. Il y a un élément mécanique là, que je vais intégrer avec cette sculpture-là. Ici, il y a toujours notre chat qui voudrait participer au travail, mais qui nous embête plus que d'autres choses. Ne le fait pas toujours de la bonne façon. Non. Là, on voit Mariannick qui va peindre une pièce. Ça aussi, c'est important au niveau de la peinture, parce qu'en sculpture, la peinture n'est pas toujours importante. Mais dans notre cas, c'est un élément très important. Souvent même, on va arrêter de sculpter pour faire la fin du travail à la peinture. La peinture va même participer à définir l'objet. Des fois, avant le montage, des fois, de la sculpture, on fait la peinture avant. Bon, je reviens à notre exposition collective, Mots et matières, l'objet poème, en l'an 2000. Alors, vous voyez l'objet qu'on a fait. On a fait à partir d'un poème, en fait, c'est une comptine de Gilles Vigneault qui s'appelle « Le vieux pipeau ». Je vais vous faire écouter. Peut-être vous avez déjà entendu cette chanson-là de Pierre Lapointe. On va vous la faire écouter. Pierre Lapointe a repris cette petite comptine-là de Gilles Vigneault. Donc, vous voyez que, là, je vais reprendre les différents éléments qu'il y a dans le poème. En même temps, ça va vous mettre dans l'esprit de transposer une œuvre littéraire dans la sculpture. Donc, le vieux pipeau. Donc, vous voyez, c'est le personnage. Donc, c'est lui qu'on voit dans le bateau, qui a grand-peur de l'eau. Il a un bateau grand comme un sabot. Donc, déjà, grand comme un sabot, ça nous donnait la dimension de l'œuvre. Alors, l'œuvre est la grosseur d'un sabot. D'ailleurs, la forme de la coque aussi, on a essayé de se rapprocher des sabots sculptés. Donc, Sebot a fait sa misaine. La misaine, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la voile centrale ici d'un voilier, avec un mouchoir à la mer Germaine. Donc, vous voyez ici que c'est un mouchoir. Ici, il est tout brodé, tout autour. Oui, autour. Oui. Il est brodé, puis il y a un G ici pour identifier le mouchoir de la mer Germaine. Ça a été fait à partir d'un vrai mouchoir que j'avais chez moi. Puis une fois qu'on a eu terminé cette œuvre-là, nous, on ne savait pas que, dans le fond, on venait de continuer ce qu'on avait toujours fait, c'est qu'on avait fait un jouet. Alors, nous, quand on avait commencé, on n'avait pas dans l'idée de faire une sculpture jouet. Sauf qu'une fois qu'on l'a terminé, on s'est dit pourquoi on n'y mettrait pas une corde avec une petite boule pour vraiment l'associer au jouet, au bateau qu'on pourrait utiliser sur l'eau. Donc, cette sculpture-là est très importante dans notre travail parce que c'est finalement elle qui a tout déclenché ce qui va suivre par la suite. Et peut-être qu'il ne flotte pas le bateau, ça. On ne sait pas, on ne l'a pas essayé.
Donc, notre projet suivant, c'était, on s'est dit, ben, comme on avait tellement aimé ce projet-là, on s'est dit, bon, on va essayer de travailler à partir d'un autre auteur. Puis, on a décidé de partir avec l'œuvre de Michel Tremblay, parce que Michel Tremblay... il a parlé beaucoup de son enfance. Il parlait beaucoup de son enfance, C'est donc, vas-y si tu veux en parler Non, un peu. non, mais ça, c'est un premier critère. Quand on choisit un écrivain, le premier critère, c'est est-ce qu'il parle de son enfance? Kim Thuy parle beaucoup de son enfance dans son livre. Parce que le jouet, comme on touche, c'est des jouets, bien, on se dit, s'il parle de son enfance, bien, il y a quand même un lien, là. Alors, c'est ça. Alors, voilà l'œuvre, une des œuvres qu'on a faites pour l'exposition. Donc, ici, vous avez, dans l'œuvre de Tremblay, c'est 3 fantômes tricoteuses. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas fait les personnages, parce que c'est des fantômes. Et le chat du Plessis qui s'amuse avec la balle, ici, qui est la balle de laine. Le mouvement du chat ici, finalement, se bascule d'un côté à l'autre. Puis en touchant la balle, ici, la balle rentre dans le panier, puis revient à sa place. Cette sculpture-là est actuellement au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Elle fait partie d'une exposition qui s'appelle L'art de jouer. Vous pouvez la voir là-bas. Puis juste pour une petite anecdote, c'est que la tante de Gaétan, c'est un des 3 fantômes de Michel Tremblay, parce que quand elle était jeune, elle habitait en face de chez Michel Tremblay et elle tricotait avec ses 2 sœurs sur le balcon. Alors Michel Tremblay, dans son livre, a mis ces 3 fantômes-là, qui sont Olivette et Yolande et Lise, la mère de Gaétan. Et ça a été confirmé par Michel Tremblay aussi. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi Michel Tremblay, c'est aussi ce lien filial-là qu'on avait là, dans ma famille par rapport à l'œuvre. Puis aussi, une chose importante, il faut dire qu'on demande toujours la permission à l'auteur avant de faire une série de sculptures. Alors, pour nous, c'était plus facile de demander à Michel Tremblay, parce que je le connaissais. Fait qu'on s'est dit, on va commencer par quelqu'un avec qui ça va être plus facile d'avoir l'autorisation. Alors ensuite, à l'époque, en 2006, là, j'ai lu 2013, mais en 2006, on a été en contact avec l'œuvre de Fred Pellerin, qui commençait à ce moment-là, il n'était pas tellement connu. On avait fait une série de sculptures sur le thème du cirque, puis on s'était dit, tiens, peut-être que Fred serait intéressé à voir ça. Alors, il a dit, bien, il nous a répondu, on a envoyé un courriel, il nous a répondu. Il a dit, non, je suis trop occupé présentement, mais venez à Saint-Élie présenter votre exposition. Ça va me faire plaisir. Alors, on est allé. Il a demandé si notre cirque pouvait se déplacer, mais c'était un cirque miniature, alors il n'y avait pas de problème. Il est rentré dans le coffre de la voiture. Tout le cirque est rentré dans le coffre de la voiture. Puis on est parti à Saint-Élie, à la petite fête, puis on lui a montré notre cirque. Puis on a montré notre cirque aux habitants de Saint-Élie. Donc, des années plus tard, on s'est dit... pourquoi on ne s'essayerait pas à faire une série d'œuvres à partir de son œuvre. Alors, il a demandé la permission, il a accepté. Et voilà, on va vous montrer des exemples. Ici, bien, on est parti des 4 livres qui avaient été écrits, parce que nous, on travaille toujours à partir d'une œuvre écrite. Parce qu'on demande, quand on ne collabore jamais avec la personne, avec l'auteur. Souvent, bien là, les auteurs qu'on choisit sont très occupés, ils n'ont pas le temps. Non. Donc, on leur dit, vous n'avez rien à faire. Nous, tout ce qu'on fait, on lit vos livres, après ça, on fait des sculptures, puis on vous les envoie par courriel, on vous les montre. Puis, vous n'avez pas à intervenir et vous n'avez pas du tout à prendre du temps avec nous. Ce qui nous permet justement de faire le travail sans problème. Donc, on part toujours... Il faut toujours qu'il y ait une œuvre écrite. Dans ce projet-là, ce qui peut être particulier, c'est qu'on est parti, on s'est inspiré de jouets d'un musée, qui est le Musée québécois de culture populaire, qui possède une belle collection de jouets anciens dans leur réserve. Fait qu'on est allé fouiller, on a eu la permission, puis on est allé chercher des objets, fouiller dans leur grand tiroir, leur cachette secrète. Il y avait plein de belles choses. Et ça, c'est les objets qu'on a retenus pour nos œuvres. Vous allez voir, il y en a quelques-unes. C'est pas que des jouets, là. Il y a une pipe, il y a un calvaire en bouteille. Ça, on va vous en parler plus loin de ce que c'est, un calvaire en bouteille.
Mais c'était des objets qui nous inspiraient, qu'on avait envie de mettre dans nos sculptures. Donc, avec ça un peu, j'ouvre une parenthèse finalement. C'est que, vous voyez qu'on se documente beaucoup aussi. Quand on va travailler à partir de l'œuvre d'une personne, c'est qu'on va chercher plusieurs éléments pour mettre ça en banque dans notre tête, là, pour quand ça va arriver le temps de faire l'œuvre, bien, on va avoir des possibilités, on va avoir on pourra faire des liens avec différentes documentations qu'on aura accumulées. Ça arrive qu'on invente des jouets, c'est-à-dire que parfois c'est juste un mécanisme, quelque chose qui bouge, mais parfois on prend vraiment des jouets qui existent, comme le jeu d'échecs, ou bien, vous allez voir, il y a un jacquemart, mais il faut s'informer sur les jouets qui existent déjà aussi, parce que ça peut beaucoup nous inspirer. Donc, la première œuvre dont on va vous parler, c'est le conte en pantoufles. Donc, justement, ça, c'est une petite grand-mère qui se berce, mais ça, c'est de l'art populaire. C'est pas un jouet. Mais ça nous inspire aussi, l'art populaire. Ça, c'est le début de la conception du travail de bois, là, du travail de bois de la pantoufle. Et comme vous voyez, on commence avec un bloc, on creuse, on creuse. Ici, bon, le petit personnage n'a pas encore sa tête. On a pris une photo avant de lui mettre sa tête. Là, il n'est pas assemblé, en fait. Vous voyez, il y a des élastiques. La petite grand-mère, elle va se bercer là, quand tout va être assemblé. Mais parfois, on ne les assemble pas tout de suite parce que moi, pour les peindre, c'est plus facile quand c'est tout en morceaux. Le chat, en fond, de toujours là pour... Mais là, c'est bien parce que la sculpture se découpe grâce à lui. Oui. Encore une fois, il est utile. Il est utile. Bien, vous voyez avec cette sculpture-là, là, vous la voyez avant qu'elle soit peinte. Vous allez voir la différence une fois peinte. Quand je vous dis que la peinture est très importante dans le travail, puis c'est comme ici, dans le fond, là, on avait fait la moitié du travail, puis là, l'autre moitié reste à faire. Vous voyez quelle différence ça peut faire. Donc, il y a l'élément aussi culturel qu'on rajoute, là, la pantoufle en Fentex, là, que tout le monde connaît, les couleurs aussi, évidemment. On s'entend que les couleurs sont criardes, là, mais c'est le but recherché aussi. Oui, là. parce que c'est des pantoufles en Fentex. En avez-vous déjà vu qui ont des belles couleurs? Ils sont toujours laides. C'est un choix comme ça. Et les deux couleurs qui vont pas ensemble, il faut les mettre ensemble quand on fait une pantoufle en Fentex. Alors, j'ai volontairement choisi ces deux couleurs-là. Et ben voilà, dans le fond, la pantoufle, ce que ça représente aussi, c'est la maison de la grand-mère, c'est le côté confortable, c'est ça. Elle a des petites pantoufles, elle aussi, dans ses pieds. En passant aussi, celle-là aussi est dans un musée présentement, au musée des maîtres artisans à Saint-Laurent. Puis ils l'ont mis avec, c'est une exposition rétrospective sur les métiers d'art de 1930 à aujourd'hui. Ils l'ont mis, ça t'allais dire. Oui, bien ils l'ont mis avec le crochet, avec les... c'est ça, des objets faits par le Cercle des Fermières. Oui. Alors là, il y a toujours, comme je disais, il y a toujours un mouvement dans nos œuvres. Donc là, vous voyez la grand-mère se berce. Maintenant, la fortune ou la beauté, donc une autre œuvre faite à partir de l'œuvre de Fred Pellerin. On avait trouvé dans la réserve un petit jeu comme ça qui s'appelle un jacquemart. Il y avait deux petits lutins, justement, qui frappaient comme sur un petit bio de bois. On s'est dit, tiens, justement, il y a des lutins dans les histoires de Fred Pellerin, puis il y en avait une histoire de lutin. Alors on s'est dit, on va faire un jacquemart à partir de cette histoire-là de lutin. Voilà, ça a donné cette sculpture-là. Je me suis un peu inspirée en faisant la peinture des cartoons de Popeye. Et c'est ça, c'est le forgeron, en fait, qui se forge contre le lutin parce qu'il n'a pas fait le vœu, il lui a pas donné le vœu qu'il voulait. Puis il s'est mis à ressembler à Babine, puis à avoir une grosse bosse dans le dos, puis voilà. Vous le lirez.
Ou bien vous l'écouterez. Si vous avez le petit CD, vous pourrez l'écouter. Fait que ça montre aussi, vous pouvez aller chercher des influences partout. On a parlé de cartoons des années 50, donc dans le fond, tout se mêle, hein, c'est d'aller chercher différents éléments un peu partout, là. Tout est possible, là. C'est vous qui créez, là. Alors, nous, on va chercher, comme je disais tantôt, des éléments un peu partout, là, puis on met tout ça dans une œuvre. Maintenant, la danse endiablée. Ça, vous connaissez les petits bonhommes gigueurs. Fait que ça, on en a retrouvé aussi dans la réserve du musée. Comme on le voit, ils sont assez rustiques. La peinture est faite rapidement. Fait que on s'est dit, bon, on va en faire nous aussi, sauf qu'on voulait faire un couple. Ça, on n'en a pas vu souvent, des couples. Et c'est la belle Lurette qui danse avec le diable. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits sabots à la place des pieds. Puis il y a des petites cornes sur son chapeau. Et puis c'est le cœur de Lurette à l'arrière qui est transpercé par la flèche du diable. Puis ils dansent ensemble, c'est une soirée de danse. Dans l'œuvre, Fred Pellerin, justement, ce qu'il raconte, parce qu'au fond, nous, dans une sculpture, c'est une petite histoire hein, qu'on essaye de condenser. Puis dans cette histoire-là, ben, c'est que Lurette, finalement, quand elle voit le diable arriver, elle ne sait pas que c'est le diable. Non. Puis elle a un coup de foudre. Alors elle se met à danser avec le diable. Fait que nous, on a essayé justement de symboliser ça là, avec le cœur là, pour montrer finalement le coup de foudre que Lurette a ressenti. Le calvaire du coiffeur. Maintenant, on parlait tantôt de calvaire en bouteille. Je ne sais pas, il y en a-tu qui connaissent ça, des calvaires en bouteille? Bien, vous connaissez peut-être les bateaux en bouteille? Oui. Hein? Ben, c'est la même chose, dans le fond. Sauf que c'était semble-t-il, les curés qui donnaient comme cet exercice-là à faire aux alcooliques qui voulaient arrêter de boire. Alors, il leur disait, bien, pendant votre sevrage, vous allez faire un calvaire en bouteille. Ça signifie que tous les objets que vous voyez là, de la passion du Christ, il fallait les rentrer par le goulot, comme les bateaux. Mais c'était assez compliqué. Puis, ça devait être assez pénible à faire aussi quand tu es en sevrage. Et nous, on s'est dit, ben il y avait Méo, le coiffeur, dans l'histoire de Fred Pellerin, qui buvait pas mal de gin. Même que, semble-t-il, que les gens qui se faisaient coiffer par lui, à la fin de la journée, étaient plutôt décoiffés que coiffés, parce qu'ils buvaient tout le long de la journée. Fait qu'on s'est dit, on va faire un calvaire, mais le calvaire de Méo, le coiffeur. Alors, Gaëtan va vous montrer ce que ça a donné. Alors, le Christ, il est en croix, mais il est sur des ciseaux de coiffeur, mais les ciseaux sont en bois. Hein. Tout est en bois. Tout ce que vous voyez là est en bois. Au lieu de faire l'échelle derrière, toujours une échelle, on a mis le peigne du coiffeur, on a mis le coq qui chante en bas. Ben, ça, c'est tous des éléments du calvaire. Et il y a en bas ici, il y a une pioche là, pour raser. Puis il y a un petit verre. Et donc, la colonne de Barbier qui est en haut. Et pensez-vous qu'on a fait comme... Non. On a-tu passé tout ça par le goulot? Non, pardon. Non, hein? Ben, c'est ça, on a triché. Puis Gaëtan s'est mis à essayer de couper le fond de la bouteille. Il a fini par casser des bouteilles, mais il en a réussi une. Puis on a fait un faux fond. Fait que ça paraît pas du tout qu'on a triché comme ça. Mais comme on n'est pas deux alcooliques en sevrage, on s'est dit, nous, on a le droit de faire ça comme ça. Alors, voilà, vous le voyez avant qu'on mette la bouteille. Et bon, Fred l'a tellement aimé celle-là qu'elle lui appartient maintenant. Et c'est celle-là qu'il a choisie. Alors, voilà. Et oui, c'est ça, c'est qu'on a envoyé à Fred, donc, la photo du calvaire. Et là, il a tellement aimé ça. Puis quelques jours, il venait juste de recevoir, en fait, un cadeau de la fille de Méo le coiffeur, qui a apporté à Fred cette marionnette-là. Et parce que Méo le coiffeur, semble-t-il, sculptait. Ça, c'est une chose qu'on ne savait pas. Donc, ça, c'est Méo le coiffeur qui a fait cette sculpture-là. Ça, c'est chez Fred Pellerin. Ils ont envoyé cette photo-là.
Et nous, dans le fond, en faisant notre calvaire en bouteille, on s'est imaginé que Méo était capable de sculpter, mais on ne savait pas que Méo sculptait. Et là, vous pouvez voir cette petite marionnette faite par Méo. Donc ici, ben, dans la réserve, on a vu plusieurs superbes petits chevaux de bois qui ont beaucoup servi, on dirait, assez usés. Bon, peux-tu parler? Oui, bien, finalement, là, il y a toujours l'élément mécanique aussi qui est important. Donc, le travail aussi se fait beaucoup au niveau de la recherche parce que là, notre idée, c'était qu'on puisse, en tirant une corde, faire lever la queue du cheval. Ce qui est très important aussi dans notre travail, c'est les prototypes. Gaëtan adore faire des prototypes. Alors ça, c'est un prototype, c'est pas la vraie sculpture. Pour essayer des mécanismes, on fait toujours ça. On fait un petit prototype en bois, on essaie notre mécanisme avant de le faire au final. Là, ça, c'est la sculpture finale qu'on a commencé donc à en deux travailler. morceaux. Là, vous avez les pièces détachées. C'est souvent Gaëtan qui fait le dégrossissage et moi qui fais la finition. Moi, je sculpte les petits détails et je fais souvent aussi le sablage final, ou bien les détails comme moi j'ai fait la queue et la crinière, c'est moi qui les ai faits. C'est des bois qui sont cette couleur-là, ça c'est non peint. La queue et la crinière, ce ne sont pas peints, c'est vraiment la couleur du bois. Tout le reste est peint. Donc ça, c'est le calvaire en bouteille. Pardon, que je raconte. La devise de l'ivrogne. Et vous allez voir qu'il y a une devise sur le derrière du cheval. Vous la connaissez, celle-là? On les a sur... Bon, ben ça a l'air que c'est d'après Fred Pellerin. Ça vient de Saint-Élie. Ça vient de Saint-Élie. Tout vient de Saint-Élie. Parce que le curé avait dit aux gens de peindre ça sur leur cheval. Quand ils allaient se saouler. Oui, quand ils allaient se saouler. Parce qu'ils voulaient régler ce problème-là dans le village, mais ça n'a rien réglé. Puis finalement, ça, je pense que c'est le forgeron qui avait dit « OK, je vais le faire, moi, je vais l'écrire. Sur le derrière de mon cheval, qu'est-ce que je m'en vais faire? Vous allez voir qu'est-ce qu'il s'en allait faire. » Donc, et je reviens. Quand on a fait une exposition, il y a toujours une vidéo qui accompagne l'exposition. Comme là, évidemment, tout ça, le mouvement de la queue, tout ça, c'est grâce aux vidéos que les gens peuvent le voir puis comprendre un peu toute l'idée qu'il y avait derrière. Ici, la mouche d'allumage. Ça part d'une toupie, des toupies qu'on a trouvées dans la réserve du musée de Trois-Rivières. Il y a eu un feu à Saint-Mathieu, qui est le village à côté de Saint-Élie. Et selon l'histoire, ce serait une petite mouche à feu qui avait comme un petit botch dans le derrière. En fait, elle était tombée dans la pipe du forgeron, puis elle avait un petit botch, un petit derrière en feu. Puis elle est partie à Saint-Mathieu, puis elle a mis le feu à tout le village. Et c'est ça l'histoire. Des fois, c'est ça, des fois, pour comprendre comment on fonctionne, c'est que des fois, on se dit, on part de l'œuvre, on a dit, ça serait intéressant à faire quelque chose par rapport à ça, mais des fois aussi, on part de l'objet, on se dit, tiens, une toupie, ça serait intéressant de faire quelque chose avec ça. Fait que dans ce cas-ci, on est parti de la toupie. Puis là, après ça, on s'est dit, qu'est-ce que dans l'œuvre pourrait aller avec ça? Puis là, c'est là qu'on a eu l'idée, justement, de la mouche, de faire une mouche en toupie. Alors là, vous voyez, elle est dans le village. Dans le fond, c'est une arène de toupies. Vous avez sûrement vu ça, déjà eu ça peut-être. Un moment donné, il y avait une mode, là, des toupies. Hein? Ben, c'est ça, c'est une petite arène de toupies. Là, j'ai mis un petit pied pour qu'elle tienne debout, mais on enlève le petit pied puis on la fait tourner. Puis elle met le feu au village, à chaque fois. Bon, ici, dans le ventre de la vache. Ça, c'est pour montrer que dans une seule petite poupée, qui est grosse comme ça, il y a tous ces morceaux-là. Vous la voyez ici. Puis ça, c'est un peu l'histoire de Lurette qui se sauve de sa mort, puis qui s'en va chez la Stroupe, qui est la sorcière du village,
pour se sauver de sa mort, parce qu'elle a rencontré la mort qui lui a dit l'heure de sa mort. Et son père, le forgeron, lui dit, écoute, la seule personne qui pourrait te sauver de l'heure de ta mort, c'est la Stroupe. Fait qu'ils vont chez la Stroupe, et la Stroupe, elle la cache dans son vieux divan avec une peau de vache dessus. Puis nous, le divan s'est transformé en tête de vache. C'est comme ça qu'on transforme aussi un peu ce que l'auteur dit dans son texte. On peut aller plus loin, beaucoup plus loin que l'auteur, puis on rajoute notre univers au sien. Donc, c'est important aussi de ne pas s'en tenir à ce qui est écrit. À ce qui est écrit, mais vous pouvez, à partir de juste une idée, élaborer, puis aller plus loin. Ça, c'est là que c'est intéressant. Elle rentre dans le divan, il y a un petit tiroir, puis elle peut se cacher complètement dans le divan. C'est en bois? Oui, tout est en bois. Les pommes d'Ève. Les pommes d'Ève, ça vient de... Ça, c'est pas un jeu qu'on a trouvé ici, mais c'est un jeu qui est français. Parce qu'il faut aussi aller voir ce qui s'est fait ailleurs. Et on a fait une petite sculpture qui ressemble beaucoup à ça. À l'origine, c'est un meunier. Oui. Avec sa poche. Avec sa petite poche de farine. Mais ici, c'est une petite fille qui arrive au village et qui prend une pomme de l'arbre qui croque dedans. Mais les villageois, en fait, Méo le coiffeur la voit par sa fenêtre faire ça. Et dans le fond, tout le monde du village sait bien que d'un côté, les pommes sont empoisonnées et de l'autre côté, elles ne sont pas empoisonnées. Fait qu'il n'y a jamais personne qui prend de pommes dans cet arbre-là parce qu'ils ne se souviennent plus de quel côté sont empoisonnées et quel côté sont bonnes. Mais elle, la petite, elle ne sait pas. Fait qu'elle prend la pomme, elle croque dedans, puis elle ne meurt pas. Fait que là, tout le village se dit « Hey, là, on sait de quel côté les pommes sont bonnes. » Alors, c'est comme ça que, on a fait une petite sculpture inspirée de ça. Elle va cueillir les pommes. Le fantôme de la belle. Ça, cette sculpture-là, au départ, on s'est inspiré de cette sculpture-là qui date du 2e siècle après Jésus-Christ, qui est en ivoire, qui est absolument magnifique, qui était dans une tombe de jeune fille. Une tombe de jeune fille. Vous voyez le détail, le souci du détail, là, c'est quand même fabuleux, avec les articulations et tout ça. Donc, ça, c'est un des jouets, là, qu'on peut retrouver, là, qui est dans un état extraordinaire. Là. C'est quand même fantastique. Donc, fait que nous, on s'est inspiré un peu de cette poupée-là. On s'est dit, on va faire une poupée, mais reliée au monde de Fred Pellerin. Alors, on commence la sculpture. Donc, on va voir un peu les étapes. Une fois qu'on a coupé le bois dans les deux sens. Et la tête, on a décidé de la faire dans un matériau qui est une noix de Corozzo. C'est un ivoire végétal. C'est une petite noix qui n'est pas plus grosse que ça. Qui ressemble beaucoup à l'ivoire. Ça donne le même effet que l'ivoire. Qui donne un teint aussi un peu une transparence aussi, oui. Voilà. Puis c'est des vrais cheveux qu'elle a. Ouais. C'est mes cheveux avant qu'ils soient blancs comme ça. Puis l'espèce de tuque, là, cette fameuse tuque en mousse de nombril oui. de Fred Pellerin. C'est pour ça qu'elle est laide de même. Là. Oui, et puis c'est sa robe de mariée, parce que dans le fond, Lurette, elle est morte dans un accident de calèche, là. Elle partait pour ses noces, puis la calèche, le cheval a perdu pied sur une plaque de glace, c'était en hiver, puis elle est morte dans cet accident-là. Donc, elle a sa petite robe de noces. Puis pour accentuer aussi l'aspect fantomatique là, de l'œuvre, vous voyez, elle n'a pas de pieds, aussi les mains sont décomposées. Donc, vous voyez qu'avec des petits éléments comme ça, on peut émettre ou en tout cas évoquer quelque chose. Ça, en passant, c'est la ville de Longueuil qui a acquis cette sculpture-là. Vous la reverrez peut-être dans différentes expositions à l'avenir. Bon, on en vient à notre prochaine exposition, Sous l'écorce des mots de Kim Thuy, à la Maison de la culture de Longueuil. Donc, on va vous présenter 2 sculptures.
Vous allez en avoir une en primeur que personne n'a vue. La première, elle a déjà été diffusée dans différents Si on médias. parle de ça avant. Ah oui, tu peux en parler. Quand on a approché Kim Thuy, on lui écrivait par Internet, mais on sait qu'ils sont occupés, ces gens-là. Elle ne nous répondait pas. Alors, on savait qu'elle était au Salon du Livre, puis moi, j'avais déjà commencé à lire tout le livre, puis à mettre tous des petits papiers partout où il y avait une sculpture qui était possible. Alors, je suis arrivée avec le livre, puis j'ai dit, je voudrais le faire dédicacer. Elle fait, « Oh mon Dieu! » Mais mon Dieu, là, elle a vu que j'avais tous des petits papiers comme ça. J'ai dit, oui, c'est parce que nous, on est sculpteurs. Elle dit, oui, j'ai reçu votre courriel. Bon. Elle dit, je sais, oui, qui vous êtes. Et elle dit, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir que vous fassiez des sculptures à partir de mon œuvre, même si c'est un honneur. Et je voulais apporter pour vous montrer ce que ça a l'air quand on travaille. On se met des petites notes partout, on fait des petits dessins, on met des petits papiers avec des petits dessins. Puis voilà, ça c'est le début du travail, la première chose à faire. Parce qu'au fond, on ne sait pas du tout des fois. Il y a des idées là-dedans qu'on ne retiendra pas. Non. Mais il vaut mieux en mettre plus. Si on voit quelque chose, il faut le noter tout de suite, parce que souvent même on se dit « Ah, mais c'est où qu'on a vu ça après? » Il me semble qu'on parlait, puis là, il faut le retrouver dans le livre. Donc, c'est bien important de tout de suite mettre vos idées, de les noter quelque part. Donc, la première sculpture, c'est le poids de la naissance. On a montré à Kim Thuy avant de la peindre. Donc, elle l'a vu en vrai. Puis au départ, elle était... elle ne comprenait pas ce qu'on voulait faire parce qu'elle a dit, moi, j'ai pas de souvenir de jouets dans mon enfance. Elle dit, moi, j'ai pas joué beaucoup. Et puis, fait qu'elle voyait pas le lien ou comment est-ce qu'on réussirait à faire ça. Mais elle dit, de toute façon, écoutez, nous, c'est pas important. Nous, dans le fond, ce qu'on va vous faire, c'est nous, on va vous en faire des jouets. Nous, les jouets, c'est notre partie à nous, puis la partie, votre contribution, finalement, c'est votre œuvre écrite. Et en voyant cette œuvre-là, là, elle a compris ce qu'on voulait faire, dans le fond. Parce que dans un jouet qui est assez... qui est connu, dans le fond, la petite charrette avec le petit personnage qui tire la charrette, ça se voit souvent, ça. Mais là, on a ajouté tous les éléments de son livre, les éléments qu'on a pris dans son livre. Puis, donc, ça a donné ceci une fois peint. Là, c'est la première page du livre, quand elle parle de sa naissance. On a décidé de faire un singe qui est très imposant. C'est un singe vietnamien. On a fait des recherches, puis on a choisi le plus beau. Et puis, ils sont pas gros comme ça, ces singes-là. Hein. Ils sont plus petits que ça, mais nous, on l'a fait très gros. Puis, ils jouent du tambour, puis elle est obligée de tirer sa charrette, puis c'est lourd, puis c'est pénible. Mais ça, c'est son passé qu'elle tire, hein, toute son enfance au Vietnam, son départ du Vietnam, sa vie dans des camps, tout ça, elle tire tout ça, dans le fond, dans cette charrette-là. Le poids de sa naissance, c'est ça aussi. C'est sa vie au Vietnam, puis c'est... Bon, c'est ça, c'est ce qu'elle a vécu, quoi. Okay. Alors, c'est ça, oui. Bien ça, vous voyez, finalement, on intègre des éléments de la culture vietnamienne. Donc, les tambours, on a fait des recherches pour reproduire les tambours tels qu'ils sont, avec les couleurs, les lanternes aussi, qui c'est un élément important dans la culture vietnamienne. Aussi, on parle de feux d'artifice dans cet extrait-là. Donc, vous voyez sur des roues, là, ici, on a essayé de reproduire un peu l'effet des feux d'artifice. Donc, vous voyez que même si les gens ne voient pas tout ça, nous, c'est important d'aller chercher des petits détails comme ça. Tant qu'à faire une roue ordinaire, ben, faisons quelque chose qui pourrait évoquer certains éléments de la partie du texte qu'on veut transposer en sculpture. Quand elle avance, c'est ça, ses pieds bougent comme ça, puis la charrette, il faut pousser vers l'arrière, comme ça, la charrette. Puis évidemment, ben, les bras du singe montent et descendent. Le singe frappe son tambour. Maintenant, la sculpture qui n'a jamais été vue. Qu'on vient de faire.
On reprend le titre de l'exposition. Là, en fait, c'est Sous l'écorce des mots. Là, je me suis trompé, je n'avais pas de Kim Thuy. Le titre de l'œuvre, c'est Sous l'écorce des mots. C'est Kim Thuy qui dit dans le livre que quand elle part en voyage, elle peut dormir n'importe où, dans n'importe quel lit, ça ne la dérange pas. Et elle part toujours avec des livres. Elle emporte presque rien avec elle, mais toujours des livres. Alors, on le fait comme si elle dormait dans son livre. Puis, sur l'autre côté, sur l'autre page, c'est tous des mots en vietnamien, mais tous des mots qui signifient les différents types d'amour. Si vous l'avez sûrement vu dans le livre, vous le retrouverez, je ne sais pas c'est quelle page, là. Alors, c'est ça, moi, ce que j'ai fait comme si c'était ses rêves sur le côté qui sont illustrés par, c'est ça, des mots qui flottent dans l'espace. Donc, vous voyez que dans le fond, quand on transpose, on va chercher aussi, pas juste du texte, mais on va chercher aussi l'esprit de l'œuvre, dans le sens que pour elle, finalement, la littérature, c'est devenu, c'est ce qui l'aide à vivre présentement, après avoir vécu des choses extrêmement difficiles dans son passé. Donc, le livre est devenu quelque chose pour elle de rassurant, d'apaisant. Donc, ou la littérature, si on veut. Donc, c'est un peu ça qu'on a voulu illustrer avec cette sculpture-là. C'est de montrer l'aspect paisible, là, finalement, de sa vie actuelle qui est finalement due à sa découverte, ou en tout cas à sa réalisation comme auteur. Ça, c'est nous. Donc là, l'exposé s'arrête ici. Là, maintenant, ce que je pourrais faire, je vais vous présenter une petite vidéo. Là, si on a le temps. Là. Ça dure à peu près une dizaine de minutes. Mais monsieur, oui? On a des questions. Oui, OK. OK. Parfait. Allez-y. Oh, oui, allez-y. On va y aller. Peux-tu mettre le joyeux Noël? Non, pas de ça. Oui. Oui, il n'y a pas de problème. Ça sera pas long, mais avec des questions. OK, Ismaël, je t'écoute. Une œuvre en général, ça vous prend combien de temps? Ça prend 1 mois. Mais il faut calculer là-dedans, 1 mois, là, il y a la période de réflexion, il y a le travail à 2. C'est-à-dire que des fois, on travaille sur 2 sculptures en même temps. On ne travaille pas toujours, toute la journée. Ça dépend. Puis on ne travaille pas nécessairement en même temps. Donc, des fois, c'est moi, des fois, c'est lui. Je dirais 2 mois, mais à 2, là, en se partageant le temps. Puis aussi, quand vous travaillez à 2, est-ce que quand vous travaillez sur un projet à 2 ou bien des fois vous faites votre projet tout seul, puis chacun? Non, habituellement, sur chaque projet, on travaille à 2. C'est rare qu'il y en ait un qui fasse tout le travail tout seul. Ça n'arrive pas, ça. Il y a 2 qui sont obligés de lire le livre ou bien quelqu'un peut lire le livre puis lui raconte l'histoire? Oui, c'est moi qui lis le livre. Oui, c'est ça. C'est moi qui dis à Gaëtan, ça pourrait être intéressant. Puis là, on regarde. Oui? Toutes les petites œuvres que vous avez faites avec Fred Pellerin, Oui. il a fait un film avec ces histoires-là, je crois. Oui. Oui. Il y a deux films qui ont été faits, oui. Mais on les avait pas vus. On avait-tu vu Babine? Non. On les avait pas vus avant, puis on était contents de ne pas les avoir vus avant, parce que ça peut nous influencer, puis on ne veut pas être influencé. Oui? Vous avez découvert l'œuvre de Kim Thuy. Comment on l'a découvert? Comment vous l'avez trouvé? Bien, ça, le livre, en fait, moi, quand il est sorti, ça m'a intéressé tout de suite. Fait que je l'avais lu. Puis ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, ici à Longueuil, elle avait fait dans son jardin un événement. Là. On pouvait aller passer une journée aux Journées de la culture. On pouvait aller passer une journée dans son jardin. Puis elle avait invité des artistes sur son balcon. Puis fait, quand on est allé à cette journée-là, à un moment donné, il y avait José Lito Michaud qui parlait de l'œuvre de Kim Thuy. Et il a dit à un moment donné, « Ah, toi, ton écriture est tellement dense. » Moi, je l'avais lu, mais j'avais... En fait, d'habitude, comme vous avez pu le voir, les Chroniques du plateau Mont-Royal, bien ça, c'est plusieurs livres. Les Contes de Fred Pellerin, il y en a 4.
moi, il faut que je trouve là, de la matière pour 15 sculptures là-dedans. Là. Fait qu'un petit livre de même, là, j'aurais jamais 15 sculptures là-dedans. Je me suis dit, je vais le relire, parce que comme lui a dit que l'écriture était dense, il y a peut-être 15 sculptures là-dedans. Et en le lisant, j'en ai trouvé même plus que 15. Fait que, puis ça, c'est rare, hein? Il n'y a pas beaucoup de livres comme ça où je suis autant inspirée. Là. Alors, c'est ça, c'est comme ça que Kinsui est entré dans notre vie. Il faut dire aussi que ce qu'on aimait de ça, c'est que là, ça amenait un nouvel élément. On avait travaillé avec Michel Tremblay sur quelqu'un qui est d'ici, avec la culture d'ici, avec Fred Pellerin aussi, mais du côté plus rural, du côté aussi plus fantastique. Oui. Alors que là, avec Kinsui, ce qui était intéressant pour nous, c'était la part d'une autre culture dans le projet, avec toute la richesse aussi de cette culture-là. Puis au niveau de la recherche aussi, ça nous permettait d'explorer un autre monde qu'on n'avait pas fait jusqu'avant. Puis il y a une autre chose qui s'est produite dans ce projet-là, quand on a commencé il y a 2 ans, c'est qu'on ne savait pas qu'il y aurait toute cette histoire au niveau de la crise des migrants. Ça, c'est venu comme rajouter pour nous un élément bien important, parce que là, on vit finalement dans l'actualité des sujets que nous, on transpose en sculpture présentement. Parce qu'elle a vécu exactement la même chose. Là. Elle est venue en bateau, elle s'est échouée sur une plage, alors que les Syriens vivent exactement la même chose là, quand ils se rendent en Grèce. Fait que ça, pour nous, c'est encore plus intéressant, encore plus riche au niveau du travail. Oui? Moi? Oui. Oui. Ouais, ok, parfait. Je voulais savoir, au cours de votre vie en tant que tel, vous êtes rencontrés à l'université, c'est ça? Oui. Il y a 30 ans. À quel moment vous avez décidé, justement, pour chacune des œuvres que vous avez faites, de baser à partir de jouets pour enfants? Bien, d'une certaine façon, là, au fond. À quel moment, justement, que vous avez fait les sculptures Pourquoi on fait des jouets, en fait, c'est ça? Pourquoi on a choisi le jouet? C'est ça, pourquoi toutes les sculptures sont un peu inspirées des jouets, finalement? Ouais. OK, bien ça, c'est à cause de moi. C'est parce que moi, j'ai toujours aimé les marionnettes à fil. J'étais un petit peu obsédée par la marionnette à fil. J'en faisais quand j'étais jeune. Et quand je suis rentrée à l'université, je faisais aussi des marionnettes à fil dans mes cours de sculpture. Et c'est comme ça que, ben Gaëtan, il est un peu embarqué dans mon univers parce que... Moi, j'aimais beaucoup l'aspect mécanique aussi. Oui. Les sculptures que je faisais, il y avait toujours un élément mécanique dedans. Alors là, finalement, je retrouvais aussi dans le jouet cet aspect-là, le côté mécanique. Fait qu'au fond, on se complétait. on se complétait bien au niveau de... Puis ça toujours... Finalement, ce qu'on fait, on juge qu'on fait plus que si on faisait individuellement chacun notre travail. Ou en tout cas, c'est quelque chose de différent qui n'existerait pas si on ne travaillait pas ensemble. Non, parce qu'on a des qualités différentes, qu'on s'apporte chacun. On apporte quelque chose de différent à chaque sculpture. Puis justement, le fait qu'on se complète, puis que ben lui, il peint pas, puis moi, je tourne pas, puis lui, il est meilleur dans les mécanismes, puis moi, je suis bonne dans les détails, ben finalement, on se complète, puis on s'envie pas non plus. Je lui dis pas, moi, j'aimerais ça la dégrossir, la pièce, ça me tente pas. Là. J'aime pas ça dégrossir les pièces. Puis lui, ben ça ne tente pas de faire de la peinture, fait que finalement, on se pile pas ses pieds. Vraiment, on se complète parfaitement. C'est un hasard comme ça. Là, vous avez à Longueuil un autre exemple de duo de créateurs comme ça, c'est les Kozik, je ne sais pas si vous connaissez. Les Kozik qui ont d'ailleurs gagné le prix Paul-Émile Bordua, qui est la plus haute reconnaissance au Québec au niveau des arts visuels. Donc, ils viennent juste de remporter ce prix-là, ce grand prix prestigieux-là. Alors, les Kozik, eux, travaillent depuis les années 60 en duo. Alors, c'est des choses qui existent dans la création, là. C'est pas quelque chose c'est pas facile à créer, dans le sens où je pense qu'il faut qu'il y ait une chimie qui s'établisse au départ comme ça. Il faut pas forcer ça, ça vient naturellement. Est-ce que vous croyez continuer justement à poursuivre dans ce domaine-là, au fond, dans ce style d'art-là, dans les sculptures? Oui, on continue, on évolue aussi. On voit aussi que nos premières sculptures, ben, elles étaient plus simples, elles étaient
moins recherché. Là, c'est plus recherché, on s'améliore aussi. Fait que oui, on va continuer là-dedans. Je sais pas comment ça va, parce que dans l'exposition qui me suit, vous allez voir qu'il y a des sculptures qui sont pas jouées, qui sont des sculptures, carrément. Il y a rien qui bouge. Et ça arrive, qu'on en fait que... non, celle-là, il n'y aura pas rien qui va bouger. Ça ne sera pas un jouet. Et que qu'est-ce qu'on va devenir en évoluant? Est-ce qu'un jour, on va faire juste des sculptures puis il n'y aura plus rien qui bougera dans la sculpture? Mais je pense que ça ressemblera toujours un peu à des jouets parce que même si ça ne bouge pas, il y a toujours un petit élément qui ressemble à un jouet. C'est inévitable. Là. C'est notre touche à nous, c'est notre style à nous. On ne peut pas aller contre ça, on dirait. Oui? Est-ce que la plupart de vos œuvres se retrouvent dans des musées? Pas la plupart. Non, pour l'instant, on en a d'entre elles. 3 qui sont dans des musées, mais temporairement. Puis on a toute la série de Fred Pellerin qui est dans la réserve d'un musée, mais qui attend pour aller peut-être ailleurs pour une autre exposition. Fait que temporairement, pour l'instant, ça donne qu'il y en a 3, mais c'est des œuvres qui sont toutes seules dans des... qui font partie d'expositions avec plusieurs autres personnes. Il y a des collectionneurs privés aussi qui en achètent aussi. Oui? Est-ce que vous avez gagné un truc comme ça ou vous avez juste fait ça d'une passion puis vous avez fait ça comme... On a fait d'autres choses. Parce qu'au début, c'est sûr que gagner sa vie avec ça, c'est pas évident. Gaëtan, il a fait beaucoup de rénovations. Moi, je faisais de l'illustration. Finalement, tu fais plusieurs petits métiers. C'est comme l'extension logique de... Oui, finalement, c'est ça, on va. La côté mécanique, on s'en va en rénovation, puis vous, la peinture. Ah oui, on va dans nos forces. Il faut gagner sa croûte. Il faut spécifier. Faut être polyvalent. Il faut spécifier aussi qu'on demande des bourses aux différents conseils des arts. La ville de Longueuil, avec le Conseil des arts de Longueuil, nous aide beaucoup. On fait des demandes. Puis, des demandes on de est bourse en accepté création. au provincial aussi, au Conseil des arts et des lettres, et au fédéral, le Conseil des arts du Canada. Quand on a une bourse, ça nous permet de travailler pendant à peu près 1 an sur le projet. Puis c'est ça, de mener à bien ce projet-là, puis on finit toujours par une exposition qui a lieu quelque part. On ne sait jamais où au départ, mais puis des fois, ça fait plusieurs places. Un voyage. Est-ce que vous avez toujours besoin de faire approuver votre sculpture, par exemple? Est-ce que vous l'envoyez, par exemple, une photo quand vous finissez votre sculpture à la personne qui vous a inspiré? Elle dit, OK, vous pouvez exposer cette sculpture, ou c'est juste, elle vous dit, OK, faites ce que vous voulez avec la sculpture, je pense que c'est un produit. C'est pas vraiment approuvé. Je dirais pas que c'est ça le mot. Je dirais que au départ, les auteurs qu'on prend, c'est des auteurs qui sont prêts à ce qu'on travaille sur leurs œuvres, qu'on fasse ce qu'on veut. C'est des auteurs qui sont ouverts puis qui nous disent, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pas des gens qui sont... si on pourrait pas travailler à partir de textes d'auteurs qui nous diraient en partant « Oh, mais ça, j'aime mieux que vous abordiez pas ce sujet-là ou que vous fassiez pas telle chose, parce que nous, ça nous bloquerait dans notre création. » Fait que ça, fait partie du critère. Mais nous, ce qu'on a décidé, la façon qu'on a décidé de procéder, c'était de leur envoyer, dès que l'œuvre est finie, de leur envoyer une photo. C'est pas une approbation, en fait, c'est qu'on leur fait plaisir. Ils sont contents quand ils reçoivent la photo, puis c'est comme un cadeau à chaque fois. En gros, ils vous donnent l'autorisation d'interpréter. Oui, au départ, ça, au départ, Oui. là, il y a une entente qui est prise. Là. Intéressé un peu de voir comment vous l'avez interprété, puisque c'est leur œuvre. Oui, c'est Oui, ça. mais ça les dérange pas parce qu'au contraire, ils sont contents parce que, c'est sûr qu'à un moment donné, on fait nos preuves, hein, parce que s'ils voient ce qu'on fait, ils ont Oui, plus parce confiance. qu'on leur présente toujours, avant de faire le projet, le projet qu'on a fait avant. Donc, ils voient un peu là, le type d'œuvre qu'on fait, puis ils voient aussi que c'est pas qu'ils n'ont pas rien à craindre. Là, au niveau C'est sûr qu'ils ne font pas du nécessairement travail. confiance à n'importe qui, là, c'est pas ça. Puis il faut quand même qu'on leur prouve que ce qu'on fait, c'est sérieux, puis que,
On ne va pas s'amuser avec leur œuvre à faire des choses qui pourraient leur déplaire. Puis la demande est toujours faite dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'on s'adresse d'abord à un agent. Si la personne a un agent, on passe vraiment par le circuit, on n'ira pas s'adresser directement à personne. Là, si l'agent, ensuite l'agent va transmettre la demande à l'auteur, et puis là, quand on a le OK pour parler à l'auteur, bien, on parle à l'auteur. C'est souvent comme ça que ça se fait. Kim Thuy, on savait qu'elle n'avait pas d'agent. On lui avait déjà écrit et tout. Alors, on est allé la voir directement. On a passé quand même par le Conseil des Arts de Longueuil. Qui a communiqué avec elle en premier. Parce que c'est sûr qu'on veut pas... Il y a beaucoup de monde, hein, comme Fred Pellerin, il y a beaucoup de monde qui veulent faire des choses à partir de son œuvre. Fait que c'est sûr que lui, il faut qu'il se protège aussi. Puis c'est sûr qu'il y a des droits sur certaines... sur ses œuvres. Fait que ça aussi, c'est très important de respecter ça. Et des fois, on signe des contrats avec les auteurs et ils demandent un pourcentage. Ça, on peut faire ça aussi. Ça dépend de l'auteur. Oui? Est-ce que vous avez déjà eu des prix pour vos œuvres? Oui, on en a. Mais c'est drôle parce qu'on n'en a pas gagné pour ceux-là encore. On en a gagné pour nos marionnettes. C'est un peu étrange. Mais en fait, on en a gagné un pour le bateau, le petit bateau, le vieux Pipeau. Ça, on avait gagné un prix. C'était une mention. Une mention. Mm-hmm. Puis pour la coccinelle aussi. Mais pour le reste, non, on a. Non, jamais encore. On est jeunes. Ça va venir, ça va venir. Ça va être notre dernière question. Oui. Oui. Parfait. D'accord. C'est bien. Mais, je vous raconte, là, on voit beaucoup de projets que nous élèves. Mais si ça ne vous dérange pas, on est en train de fonder notre nouveau journal web. On fait notre lancement de journal web. Oui. Puis j'ai une équipe de reportage, c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de trucs. Il y a beaucoup d'équipements. Peut-être que vous ne attendiez pas à ça, mais je ne sais pas si. Donc, mais j'ai une équipe qui voudrait vous poser quelques questions pour qu'on puisse, si vous, avec votre autorisation, qu'on puisse diffuser Oui, un pas peu de problème. ce que vous avez partagé aujourd'hui sur notre journal web. Oui. 2-3 questions. Hein? Oui, on peut faire ça. Ça marche. Donc, on va avoir peut-être une caméra, puis nos deux reporters qui vont poser quelques questions. Puis pendant ce temps-là, les autres vont voir. Ça va sonner une minute. OK. Juste avant, Gaëtan va mettre. T'as pas une image? Non, je l'ai. Tu as oublié? Non, je n'ai pas. Je l'avais pas mis. Ah, je suis devenu. Bon. On voulait vous mettre un joyeuse fête, mais avec tous des petits Père Noël qui chantent, mais ça n'a pas l'air que ça marche. Mais on vous remercie. Que j'ai fait à un moment donné, à une époque, je m'étais inspirée de contes pour enfants. Je ne sais pas si ça vous intéresse de vous prendre un signet. Je vais en mettre ici, si vous en voulez.